Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est une auteure devenue star grâce à Instagram, Géraldine Dalban Morenas. Instagram, c'est un support et pas une fin en soi. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis d'écrire, ça m'a permis d'être lue, d'être découverte. Et il y a aussi plein de gens qui me disent « J'ai repris goût à la lecture grâce à vous ». Parce que j'ai commencé à vous lire sur Insta, alors que je ne lisais plus. Que du coup, j'ai lu votre roman, alors que je ne lisais plus. Et maintenant, j'ai envie de lire d'autres choses. Avant de publier son premier roman, On ne meurt pas d'amour, Géraldine Dalban Morenas a connu plusieurs vies. D'abord journaliste, puis communicante, cette Parisienne à l'énergie débordante s'est lancée dans la création d'un concept store dont elle assure la promo sur Instagram. C'est là qu'elle annonce, il y a quelques mois, avoir retrouvé le manuscrit d'un livre très personnel, écrit 10 ans plus tôt. On ne meurt pas d'amour, c'est le récit d'une passion irrépressible, dévorante, entre une femme qui s'apprête à se marier et son voisin, un jeune père de famille. Paru à la fin de l'été, chez Plon, ce texte urgent, charnel et troublant est devenu l'un des succès surprises de la rentrée littéraire. Début novembre, Géraldine a reçu le prix du premier roman 2019 et travaille désormais à l'écriture de son deuxième livre, Entre deux voyages professionnels, entre Paris et Marrakech. C'est dans son splendide loft, au dernier étage d'un immeuble à 2 pas de la place Pigalle, dans le 18e arrondissement, qu'elle m'a reçu pour revenir sur cette aventure extraordinaire. Bonjour Géraldine. Bonjour Jérôme. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Vous m'accueillez dans un endroit que vos followers sur Instagram connaissent. Expliquez-moi un peu. Oui, alors je vous accueille chez moi. Donc effectivement, c'est un endroit que les gens qui me suivent sur Instagram connaissent. Parce qu'en fait, j'ai acheté cet appartement il y a quelques mois et j'ai mis sur Instagram au fil et à mesure des semaines, parce qu'on a quand même été assez vite, les travaux, puisqu'on a tout cassé, on a tout refait. Donc on est... En plus, il fait beau aujourd'hui, donc c'est baigné de soleil. On est au dernier étage d'un immeuble à Pigalle. On a vu d'un côté sur le Sacré-Cœur, là-haut, sur la butte. On a vu sur la Défense, si on regarde par la fenêtre. Et on a vu sur la tour Montparnasse de l'autre côté. Voilà, c'est un endroit assez exceptionnel. C'est un ancien atelier de bonne sœur, en fait, où elle faisait des tentures au début du siècle. Je ne sais pas si ça me va bien d'être dans un ancien atelier de bonne sœur, mais en tout cas, je trouve que le clin d'œil est drôle. Vous n'êtes pas du tout une bonne sœur, vous ? Je suis pas. Ça dépend. On peut retrouver. Il faudrait que je réfléchisse à ça. On peut sans doute retrouver des choses quand même dans le côté un peu excessif, dans le côté adoration parfois qu'on pourrait lier aux deux. Après, on va pas aller sur un autre terrain où non, manifestement, je ne le suis pas complètement. Géraldine, quand on parle de vous aujourd'hui, ce qu'il faut dire femme d'affaires, blogueuse, romancière, qu'est-ce que vous préférez ? Tout en même temps ? Si vous deviez écrire la bio, vous mettriez quoi en premier ? Je crois qu'en premier, je mettrais entrepreneuse quand même, parce que c'est quand même ce qui me fait lever le matin, c'est quand même ce que j'aime, c'est quand même ce qui est ma vie depuis 10 ans, que ce soit avant avec mon agence de communication ou aujourd'hui avec la boutique de déco que j'ai montée. Et du coup, c'est ce côté entrepreneuse un peu fonceuse et qui a envie de construire des choses et qui a envie de construire... une aventure et qui a envie de développer, qui a envie de créer des emplois et qui a envie de souder une équipe autour de ça et tout ça. Donc ça, c'est quand même le truc qui me fait vibrer vraiment et qui colle assez bien à mon caractère, je crois. Après, je dirais... non, romancière, romancière, j'y arriverai pas. Déjà, j'avais dit, si je gagne le prix du premier roman, je dirais écrivain, ce que je n'arrivais même pas à dire avant. Ouais. Donc maintenant, j'arrive à dire, je suis écrivain. Alors, romancière, je sais pas, ça sera peut-être pour le prix du deuxième roman. Mais écrivain, je commence à y arriver, ouais, parce que je crois que c'est toujours dans un coin de ma tête, même que quand je suis dans mes jours entrepreneuse, il y a dans un coin de ma tête le prochain bouquin ou celui qui est sorti en août, On ne meurt pas d'amour, et où est-ce qu'il en est. Et puis je reçois toujours beaucoup de messages de gens qui le lisent, parce qu'il y a encore des gens qui le lisent aujourd'hui, évidemment, et du coup, ça me lâche jamais complètement. Après, influenceuse, alors pas du tout. J'allais dire, c'est un dommage collatéral d'être influenceuse. Mais quand j'ai monté, il y a 2 ans, la boutique de déco, en fait, j'ai transformé les bureaux de mon agence de communication en boutique de déco. C'était un truc un peu par hasard. En fait, j'ai déménagé l'agence de com
dans un local qui était une boutique. Et j'ai aménagé les vitrines pour faire joli, pour que les salariés de la boîte soient bien. Et les gens rentraient pour acheter ce qu'il y avait en vitrine. Et je disais, mais c'est pas à vendre, en fait, c'est la déco des bureaux. Et je me faisais engueuler des fois. Les gens me disaient, mais il y a pas les prix, vous n'avez pas le droit, c'est pas légal. Je disais, mais il n'y a pas les prix parce que c'est pas à vendre. Et puis un jour, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette histoire. Et j'avais déjà acheté mon riad à Marrakech. Et du coup, j'ai ramené 30 paniers. J'ai mis un porte-manteau sur le trottoir devant l'agence de com avec les 30 paniers. Et en 2 jours, j'ai vendu les 30 paniers. Et puis du coup, la fois d'après, j'ai ramené 30 paniers et puis 3 ou 4 plaids. Et puis voilà. Et en 6 mois, ça a complètement dégénéré. Donc l'agence a fermé. Donc c'est presque un accident. Parce que c'était pas quelque chose de penser pendant des mois, des années, je vais faire ça, je vais changer de vie. Si, alors il y avait une volonté depuis... Alors 1 an avant, j'avais commencé à réfléchir à ça. Je voulais monter une marque de fringues au départ. Je voulais monter le Zadig et Voltaire marocain, je sais pas, enfin je cherche... Enfin, en tout cas, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie d'arrêter la com, ça c'était sûr, parce que je m'ennuyais en fait, profondément, parce que je pense que la communication... D'abord, mon premier métier, c'était journaliste, et la com a déjà été un peu un hasard. Et en plus, la com telle qu'elle est devenue m'ennuyait, parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune sincérité, qu'il n'y avait aucune aspérité, que tout devenait lisse et chiant, quoi. Et je disais à mes clients, mais je me souviens, ce qu'on appelle la baseline de mon agence, c'était « Soyez différents, soyez vous-même ». Et je leur disais « Putain, mais soyez vous-même, quoi. Arrêtez de me faire ces langages-là où on ne peut pas vous écouter plus de 2 minutes sans soupirer, tellement c'est fade et on n'en retient rien ». Et il me disait, ouais, vous avez raison, vous avez vraiment raison. Et puis ils n'en avaient rien à cirer et ils faisaient l'inverse, quoi. Donc j'avais vraiment envie de changer de vie. Après, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Enfin, et en plus, mon parcours en est la preuve. Alors j'ai encore moins tendance à le croire. C'est-à-dire que je crois vraiment que tout ce qui vous arrive, en fait, vous l'avez provoqué quelque part, peut-être très longtemps avant, parfois moins, parfois par des trucs qui sont... Vous vous êtes même pas rendu compte que vous allez faire ça et que ça allait vous emmener à cet endroit-là. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc non, M n'est pas un hasard. Le fait de fermer cette agence n'est pas un hasard. Peut-être que le fait d'avoir une agence de com qui me ressemblait pas tellement, ça a juste été une façon de m'apprendre comment on monte une entreprise pour le faire dans la déco plus tard, ce qui est vraiment ma passion depuis toujours. Enfin voilà, je sais pas, il y a une espèce d'écosystème. Peut-être que pendant 20 ans, de 20 à 40, vous préparez les 40-60. Tout ce que vous faites, ça va vous amener à faire ce qui est vraiment vous, et le truc dans lequel vous allez vraiment vous retrouver et vous épanouir, qui arrive après la quarantaine, je crois. Voilà. Moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. Alors, le roman, lui, je ne sais pas si c'est un accident. C'est pas un accident, puisqu'en fait, vous l'aviez écrit il y a déjà plusieurs années. Mais alors, est-ce que vous vous rappelez un peu l'état d'esprit dans lequel vous l'avez écrit à l'époque, et qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas sorti ? Alors, je l'ai écrit il y a une dizaine d'années après une rupture amoureuse, et je commençais déjà à avoir un peu d'expérience, à avoir mes amis qui avaient déjà vécu des ruptures et tout ça, et puis... Et donc, je l'ai écrit dans un sentiment d'urgence. Et c'est peut-être pour ça qu'on sent autant ce sentiment d'urgence dans le livre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on a ce sentiment d'urgence où il faut continuer à tourner les pages, sinon on a l'impression qu'on va arrêter de respirer. Et je pense que quand je l'ai écrit, si j'arrêtais d'écrire, j'allais arrêter de respirer. Donc, du coup, je pense qu'on ressent ce sentiment et cette force-là. Après, ça reste un roman. Donc, moi, j'ai jamais menti depuis le début. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de moi dans ce livre. Que j'étais intimement persuadée qu'on ne pouvait pas écrire, en tout cas de la façon dont moi j'écris, on ne peut pas écrire certaines émotions, certains sentiments, une certaine douleur sans l'avoir vécu. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas. Après, il y a peut-être des auteurs qui arrivent à imaginer les émotions au point de les raconter. Moi, c'est pas tellement le cas, c'est-à-dire que je pense que j'arriverai pas à inventer quelque chose que j'ai pas vécu, et donc les émotions qui passent dans ce livre, ce sont des émotions que j'ai vécues. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il est pas sorti parce que j'ai pas vraiment essayé de le sortir. Il y a quelques amis qui l'avaient lu, qui m'avaient dit c'est bien, mais c'est peut-être plutôt un scénar, ou plutôt, enfin voilà, et puis j'ai fait ma vie, et puis... Parce que c'était pas une priorité, Non, c'était pas du tout... Je l'avais pas écrit pour le publier. Voilà, c'est pas un livre qui a été écrit pour être publié.
Voilà, c'est un livre qui a été écrit, comme j'ai écrit des milliards de trucs qui seront d'ailleurs jamais publiés. Hein. J'ai plein de débuts de bouquins dans mon ordi que j'ai dû perdre aussi, comme j'avais perdu ce bouquin, mais voilà, qui verront jamais le jour. Et c'est pas très grave, quoi, parce qu'au départ, le fait d'écrire, c'était plus une envie d'écrire qu'une envie d'être lu. Donc voilà. Et puis, il se trouve que je perds ce livre, que j'en parle avec une scénariste. À un moment, il y a 1 an, qui me dit, vous devriez écrire. Je dis, justement, j'ai écrit un livre il y a longtemps, je vais vous le passer. Et puis, je le retrouve pas. Et finalement, c'est une amie qui le retrouve dans ses mails un soir, dans un dîner à Marrakech. Et là, ça s'emballe très, très vite, puisque très vite, je poste un texte sur Instagram en expliquant que je viens de retrouver un livre que j'ai écrit il y a des années, que plusieurs éditeurs me contactent en me disant on veut voir le manuscrit. Et puis, ceux qui me suivent un peu connaissent l'histoire. Plomb me contacte et j'ai un bon feeling avec Sophie Charnavel, la boss de Plomb, et je signe avec Plomb. Et le bouquin sort 6 mois plus tard. Donc, très rapidement. Il n'y a pas eu une très longue période avant. En revanche, ça a été très intense parce que au départ, je l'ai relu quand je l'ai envoyé à Sophie et je lui ai dit il n'y a pas grand-chose à retoucher. Et elle l'a lu et elle m'a dit il n'y a rien à retoucher. Elle a tout de suite adoré le texte. Et puis finalement, quand on a signé le contrat et que je me suis dit attends, ce bouquin va donc sortir. Oui, oui. Et ça change tout. Et là, je me suis dit, tu vas quand même le relire une seconde fois. Et là, je l'ai relu et ça n'a pas été la seconde, ça a été la deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai relu 10 fois et je l'ai considérablement réécrit. Et petit à petit, plus je le relisais, plus je le réécrivais. Et voilà, parce qu'en fait, en 10 ans, votre façon d'écrire évolue. Ce que vous avez envie de passer comme sentiment, comme émotion, comme message aussi évolue. C'est plus le style qui a changé. Est-ce qu'il y a des éléments de l'histoire non, la trame n'a pas changé. La trame n'a pas changé. J'ai beaucoup réécrit le début parce que je trouvais que le début était faible par rapport au reste et que du coup, on pouvait s'arrêter sur les premières pages et que c'était quand même con de ne pas aller plus loin. Donc, j'ai beaucoup réécrit le début. Je n'ai absolument pas retouché la fin. Et au milieu, je l'ai un peu sorti de son époque, c'est-à-dire que je le trouvais un peu daté. Et en fait, je pense que ce qui était le plus difficile, c'était d'écrire sur une héroïne, un personnage qui a une 30aine d'années, alors qu'aujourd'hui, je ne les ai plus, quoi. Voilà. Et je pense que du coup, si j'avais osé, mais j'ai pas osé, je regrette pas, parce que c'est pas grave, il y a le deuxième qui arrive, et le deuxième, elle aura 45 ans. Mais je pense que ce qui était compliqué, c'était de me mettre dans la peau de cette femme en écrivant, alors que cette femme a 30 ans et que j'en ai 46, et qu'il fallait pas non plus que je change sa façon de réagir ou je change sa façon de voir la vie avec 15 ans d'expérience en plus. Parce que du coup, ça aurait pas été cohérent. Voilà. Donc du coup, j'avais cette difficulté-là d'arriver à me remettre dans la peau d'une femme de 30 ans alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez l'impression que c'était une toute autre femme que celle que vous êtes aujourd'hui ? Ah ouais, je pense qu'entre 30 et 45 ans, il y a un gap énorme. Ouais. Après, vous avez des traits de caractère qui restent. Que vous mettez ou pas dans vos personnages. Moi, j'ai mis de toute façon les gens qui ont lu le livre et qui me connaissent un peu. Je veux dire, il y a évidemment beaucoup de moi dans ce personnage, mais donc vous allez garder le côté un peu aventurier, vous allez garder le côté très féministe, vous allez garder le côté un peu révolté, un peu. Mais après, vous avez des choses qui s'adoucissent, je pense, avec l'âge. Moi, je sais qu'entre 30 et 46 ans, je pense que je suis beaucoup moins hystérique qu'il y a 15 ans. Je pense que j'étais beaucoup plus dingue. Dingue dans le sens colérique, excessive. Voilà, je suis toujours un peu excessive, mais je pense qu'on s'adoucit, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me suis adoucie, je pense, vraiment. Donc non, je pense qu'on change beaucoup. Et puis, si on se plante pas trop de vie et dans la façon dont on conduit sa vie, je pense qu'entre 30 et 45 ans, on est normalement vachement plus heureux. Enfin, en tout cas, moi, je suis vachement plus heureuse aujourd'hui qu'il y a 15 ans, ça c'est sûr. Mais parce qu'a priori, ça fait 15 ans que vous bossez pour avoir la vie... Pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et quand je dis bosser, c'est pas travailler professionnellement, hein, c'est bosser sur vous-même. Et ça fait 15 ans que vous construisez la vie, normalement, que vous avez envie d'avoir. Bon, si c'est pas le cas, il faut changer de vie, quoi. Voilà. Revenons un petit peu à Instagram. À partir du moment où vous en parlez, ça devient un peu un engrenage, non ? Vous êtes un peu obligé d'aller au bout, non ? Du livre ? Du livre. Non, alors avec Instagram, je suis obligée de rien, parce que avec Instagram, il y a, je sais pas, 45 000, 48 000, là.
48 000 personnes qui me suivent, et elles me suivent pour ce que je suis et ce que j'incarne, je crois. C'est-à-dire une nana assez normale, finalement, en fait. Alors ok, je pars à Marrakech un peu plus souvent que la moyenne, mais c'est pour mon job. Il y en a d'autres qui vont partir ailleurs pour leur job. Mais une nana assez normale et qui, du coup, à la fois ses failles, à la fois des faiblesses, à la fois des forces, etc. Et du coup, je suis obligée de rien parce que tout ce que je peux décider de faire, si je l'explique, et elles le comprennent ou elles le comprennent pas. Mais d'ailleurs, si elles le comprennent pas, j'allais dire tant pis, quoi. Oui. Mais en tout cas, vu que je suis moi-même, complètement moi-même, j'aurais très bien pu dire 2 mois après, bah, finalement j'ai réfléchi et en fait je me sens pas, je le sors pas. Ouais. Quand on a fait les travaux de l'appartement ici, on a fait un partenariat. C'est le seul que j'ai fait, parce que je suis pas une Instagrammeuse qui fait de la pub pour des marques et tout, mais c'est le seul que j'ai fait parce qu'il y avait une vraie logique. Et ils m'ont offert les peintures. Et donc ils m'ont envoyé un spécialiste des peintures qui est venu et on a regardé les pièces. On a fait une vidéo sur Insta en disant bah là on va mettre du bleu nuit, là on va mettre du gris, là on va mettre ça. Et puis donc j'ai mis ça en ligne le soir. Donc il y a 25 000 personnes qui l'ont vu. Et puis je me suis couchée. Le lendemain matin je me suis réveillée. Et je me suis dit mais t'es complètement tarée. C'est pas du tout tes couleurs. Et je m'étais fait embarquer dans un truc totalement mode, mais qui n'était pas du tout moi, mais pas du tout mon univers. Je me suis dit, mais tu vas te retrouver avec du bleu, du gris, tu détestes le bleu, enfin voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo le lendemain en disant, bon, je sais, je suis complètement dingue, mais là, je retourne voir le magasin de peinture et en fait, je vais prendre complètement autre chose. Et elles ont compris, quoi. Elles se sont pas dit, ah putain, elle change d'avis, c'est pas possible. Donc, je pense qu'à partir du moment où on explique les choses et où en plus, c'est totalement humain, vous avez le droit de changer d'avis. Et sur Instagram, vous avez de la place pour écrire, donc vous pouvez tout expliquer en choisissant vos mots et tout ça. Donc j'aurais pu arrêter, mais j'ai jamais eu envie surtout d'arrêter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'aventure du bouquin était lancée, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il sorte et pour voir, quoi. Je sais pas, j'aurais jamais imaginé qu'il se passe ce qui s'est passé, mais parce que j'ai pris... ça a été un truc totalement hallucinant. C'est-à-dire que cette sortie le 22 août, où moi je poste une vidéo le matin en disant bon ben voilà, on y est, ça fait des mois qu'on attend ça et là on y est. Et puis il est 8h du matin et puis à 19h, on me dit il est en rupture de stock, quoi. Et donc là, vous vous dites, il se passe un truc quand même. Il se passe un truc avec ce livre. Enfin, même si vous avez des gens qui vous suivent sur Insta et qui vous adorent et qui vont l'acheter, vous dites quand même, il se passe quelque chose avec ce livre. Et donc, 3 jours après, on est numéro 1 sur Amazon devant Amélie Nothomb. C'est pas un hasard, mais c'est juste parce qu'il se trouve qu'il n'y avait plus qu'Amazon qui en avait. Donc, les gens le cherchaient partout. Il n'y avait pas une librairie qui avait encore le livre. Et le seul qui avait un peu anticipé le truc et qui avait vu le truc venir, c'était Amazon. Vous qui venez de l'univers de la communication, vous avez quand même été surprise du pouvoir que pouvait avoir un réseau comme Instagram pour vous faire connaître déjà et ensuite donner envie aux gens d'acheter le livre. Ça vous a surpris quand même? Non, ça m'a pas surprise. Ça m'a pas surprise parce que je pense qu'aujourd'hui, Instagram est un média qui peut vous permettre d'avoir des gens qui vous suivent, d'avoir une notoriété, de faire connaître votre activité si vous êtes artiste, artisan, commerçant, etc. Mais il y a une condition à ça quand même. C'est qu'il faut que ce que vous faites, ça plaise. Parce que si ce que vous proposez, ça ne plaît pas aux gens, les gens ne vont pas vous suivre. Moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup d'abord, mais les quelques articles qui sont sortis sur le livre ont beaucoup insisté sur le phénomène Instagram, évidemment. Et à un moment, je me suis énervée parce que ça m'a mise en colère. J'ai dit, mais attendez, le bouquin, il ne marche pas grâce à Instagram. Le bouquin, il marche, c'est hyper prétentieux, mais si c'est pas moi qui le défends, ce livre, personne ne va le faire. Le bouquin, il marche parce que les gens ont trouvé que c'était un bon livre. Si les gens n'avaient pas aimé le livre, ils n'en auraient pas parlé sur Instagram. Donc, il se trouve que celles qui l'attendaient, ce bouquin, parce qu'elles aiment ce que je suis, elles ont acheté le bouquin, elles ont lu le bouquin. Moi, j'avais très peur avant. Je m'étais dit, c'est qui tout double. C'est-à-dire que si elles n'aiment pas le bouquin, d'abord, le bouquin ne marchera pas, mais ça, à la rigueur, c'était pas très grave. Mais je m'étais dit, elles vont se barrer, quoi. Je vais perdre des gens. Et je vais perdre aussi... Enfin, c'était aussi un pari pour mon business, parce que je m'étais dit, il y a peut-être des nanas qui vont me dire, non, mais c'est nullissime, ce truc. Et ça peut nuire à l'image. Bien sûr. Alors qu'après eux, ce sont des activités qui ne
se ressemblent pas. Enfin, les activités se ressemblent pas, mais les deux, ce sont moi qui les porte, donc quelque part, elles se ressemblent. Oui. Et du coup, je m'étais dit, si ça se trouve, on va s'effondrer au niveau business chez M, parce que le bouquin ne va pas plaire. Donc c'était pas gagné qu'elle le lise et qu'elle l'aime. Après, moi, j'avais beaucoup d'appréhension parce que c'est une histoire d'adultère, donc moi, je me suis dit, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont avoir un jugement moral là-dessus en disant ah non, mais c'est pas bien de tromper son mari ou de tromper sa femme. Puis il y a des scènes qui sont quand même très dures à l'intérieur de ce livre. Donc je m'étais dit, il y a peut-être des gens qui vont être choqués ou... Enfin voilà, j'appréhendais vraiment ça. Après, il y a évidemment le côté... il y a évidemment des scènes de désir qui sont assez fortes, mais... Bon, ça, j'étais pas très inquiète, mais il y avait quand même aussi un questionnement par rapport à ça. Mais c'était plus sur le jugement moral. Sur le jugement moral, j'avais une vraie crainte. Et alors, il se trouve, je sais pas si c'est bon signe pour la société ou pas, mais il se trouve qu'au lieu de recevoir des centaines de messages me disant c'est vraiment dégueulasse et la morale réprouve ce que vous racontez dans ce livre, j'ai reçu des milliers de messages de femmes qui m'ont dit je me suis complètement retrouvée dans cette histoire. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la santé sentimentale du pays. Mais en tout cas, c'était d'abord super bienveillant. Ensuite, c'était rassurant. Au départ, après, je l'ai vécu autrement et ça a été de l'amour et j'en ai profité et tout ça. Mais les premiers messages où j'ai eu ces lectrices, parce que ça a été plus des lectrices au départ, me disant merci, parce que c'est un truc que j'ai enfoui en moi. J'ai vécu un peu la même histoire et c'est un truc que j'ai enfoui en moi. Et grâce à vous, d'abord, je viens de comprendre plein de trucs, je viens de prendre du recul. Et puis, merci d'avoir mis les mots sur ce que j'ai pu éprouver et que je n'ai jamais réussi à dire. Là, je me suis dit, bon, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est ce que je pensais. Elles sont suffisamment humaines pour passer au-delà du simple jugement moral et vivre cette histoire avec les émotions qu'elle dégage, quoi. Oui, parce que ce qui est intéressant et qui fait qu'un homme comme moi, j'ai pu prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre, c'est que souvent dans la littérature, que ce soit la littérature blanche ou de genre, alors encore plus le genre, c'est souvent le point de départ de l'histoire, c'est souvent le mari qui trompe et ça entraîne une crise de couple ou alors une intrigue policière. Mais on va dire que l'adultère, c'est quelque chose... on sent que faut pas trop que ce soit les femmes qui le vivent ou qui le pratiquent. Et dans ce livre-là, on se rend compte que... Enfin, on le savait, mais finalement, il fallait, comme vous dites, mettre les mots là-dessus. L'homme et la femme sont souvent égaux face au désir et la morale, finalement, elle a plus vraiment de place dans tout ça quand on est rattrapé. Et l'homme et la femme sont rattrapés par le désir dans cette histoire, de manière égale, non ? Oui, ils sont complètement rattrapés par le désir de façon égale. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. Moi, j'ai voulu que ce soit une histoire extrêmement équilibrée. Et ça m'intéressait pas qu'il y ait un des deux personnages qui ait le mauvais rôle ou encore moins un des deux sexes qui ait le mauvais rôle. Et je crois que ce qui est intéressant dans la psychologie des personnages de ce bouquin, c'est qu'ils ont une façon de réagir différente. À mon avis, non pas parce que elle est une femme et que lui est un homme, mais parce qu'il se trouve que dans ce livre, lui a un enfant et elle n'en a pas. Et je pense que j'aurais pu inverser d'ailleurs. Après, je me suis dit, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce soit elle qui en ait un. Parce que du coup, il y a eu quand même quelques commentaires en disant « Oh, on retrouve la lâcheté des hommes ». Et moi, j'ai dit non, on ne retrouve pas la lâcheté des hommes. On retrouve la difficulté d'appréhender une situation quand on est parent ou quand on ne l'est pas. Et moi, la problématique qui m'intéressait, elle était autour de ça. Après, moi, ce que je voulais, c'était raconter une histoire d'amour de façon très brute. C'est-à-dire que j'avais pas envie de mettre un jugement. J'avais pas envie... d'abord, c'est pas ma façon d'écrire, en plus. J'aime écrire, mais même quand j'écris sur Insta ou quand j'écris n'importe quand, j'aime, en fait, presque... J'ai l'impression d'être spectatrice et de décrire quelque chose. De façon très analytique, quoi. Et du coup, j'avais envie de raconter cette histoire d'amour comme ça. Et jusqu'à la dernière page, je pense qu'il y a ce côté très brut, très abrupt. Et puis, on en fait ce qu'on veut après.
on l'interprète, on la vit, on ressent les choses. Ça, c'est à chacun de ressentir ce qu'il veut ressentir et ce qu'il veut sortir de cette histoire. Et la dernière chose que je voulais montrer et que je trouvais intéressante, c'était qu'on peut, à un moment, ressentir une douleur physique liée à une douleur psychologique ou sentimentale. Et ça, j'avais envie de faire passer ça dans ce livre. Et le titre vient en partie de là, On ne meurt pas d'amour, parce que finalement, on ne meurt que de quelque chose de physique, d'une douleur physique, d'une blessure, d'une maladie physique. Et pourtant, dans ce livre, j'avais envie de montrer qu'il y a un moment où vous pouvez avoir une émotion tellement violente que ça va en devenir... On a souvent l'impression qu'elle atteint le point de rupture. On a l'impression souvent que c'est la limite où elle va se suicider ou le tuer. On peut imaginer qu'il y a des moments qui sont irréparables, insurmontables dans le livre. Oui, alors insurmontable, je ne sais pas. Il faudrait écrire une suite, mais il n'y aura pas de suite pour savoir si c'était insurmontable ou pas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de lectrices qui m'ont demandé une suite et j'ai dit il n'y aura pas de suite. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de lecteurs qui sont attachés à une fin qui se termine bien. Oui, là, et là, ça se termine. On va pour pas. Ceux qui n'ont pas lu, on ne le dit pas, mais c'est vrai que on le sait très vite et même le titre. Enfin voilà, on sait en tout cas. Il n'y a pas de suspense sur le fait que ça se termine bien ou mal. Après, il y a un suspense sur la façon dont ça peut se terminer. Mais c'est bien aussi parce que ça laisse la place à l'imagination du lecteur. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment Voilà, donc après, il faut le lire pour connaître la fin, mais c'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant. Et du coup, il y en a beaucoup qui me disent, bon, alors le deuxième, il faut une jolie fin. Et alors, pour le moment, le deuxième, j'ai écrit un tiers, en gros, et j'ai écrit la fin. Ouais, déjà. Et pour le moment, il se termine pas bien non plus. Mais ça peut peut-être encore changer. Mais pour le moment, le deuxième ne se termine pas bien non plus. Mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à en écrire un qui se terminera bien. C'est marrant. Est-ce que ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un d'assez assez lumineuse et joyeuse, mais vous, la littérature feel good à l'eau de rose, c'est pas votre truc, non ? Là, je parle de vous en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que lectrice. Non, alors en plus, c'est étonnant. Vous cherchez pas ça, non ? J'aime pas les bouquins qui donnent vraiment le cafard. Et Houellebecq, c'est pas votre truc. Non, alors Houellebecq, ça a été mon truc. Et alors, le dernier, là, c'était vraiment... Ça vous est tombé des mains. Ça m'est tombé des mains. Un peu. Ça m'est tombé des mains. Et puis, il n'y a rien qui m'a emporté. Enfin, non, ça m'est tombé des mains. Il est là, dans ma chambre. Et il n'est pas très usé. J'ai pas été très, très loin. Enfin, j'ai dû lire 90 pages. Et puis, un soir, je me souviens, j'étais dans mon lit. Je me suis dit, non, mais tu vas pas t'acharner. Lire, c'est pas fait pour s'ennuyer, quoi. Donc, je l'ai posé, je l'ai abandonné. Mais... non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'après, ça dépend de la façon dont vous pouvez concevoir les histoires d'amour et dont vous pouvez concevoir l'amour. Je dis souvent que peut-être que si un jour je me marie, je réussis à me marier, peut-être que du coup, j'écrirai des livres qui se terminent bien. Peut-être que c'est parce que je n'ai jamais réussi à le faire que j'arrive pas à écrire un livre qui se termine bien. Ou alors, peut-être que j'ai un peu du mal avec les histoires... normales et que du coup les histoires un peu exceptionnelles finalement elles ont une fin. Peut-être que l'intensité vient du fait qu'elle n'est pas éternelle et que donc du coup vu que j'ai plutôt tendance à écrire... les Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal. C'est ça. J'ai toujours tendance à écrire des histoires qui sont un peu excessives et un peu passionnelles et donc du coup forcément elles se transforment rarement en partage de souvenirs au coin du feu à 70 ans, je sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Est-ce que vous avez écrit le livre que vous aviez envie de lire ? Oui. Alors, je n'ai pas, en écrivant, réfléchi au fait d'écrire le livre que j'avais envie de lire, mais en revanche, quand je le lis ou quand je le relis, maintenant je le relis pas parce que je le connais vraiment trop, mais en revanche, quand je l'ai relu au printemps, dans les dernières réécritures et tout ça, à chaque fois, et pourtant je connais évidemment la fin, à chaque fois j'ai eu envie d'aller au bout, quoi. Et je trouve que... Et à chaque fois je me suis évadée, et à chaque fois j'ai pleuré, et quand je le relis, je repleure encore. Et je trouve qu'un livre, c'est fait à la fois pour qu'on ait envie de connaître la fin,
qu'on n'ait pas à lutter pour tourner des pages. Enfin, c'est pas possible de lutter pour tourner des pages pour finir un livre. Et à la fois pour vous faire vivre des émotions et que vous vous plongiez complètement dedans. Et moi, quand je le relis, je pleure, je plonge complètement dedans et j'ai envie de le terminer. Donc oui. Est-ce qu'il y avait des livres qui vous avaient fait ça ces dernières années ? Oui, alors il y a plein de romans qui m'ont fait ça, que j'ai eu envie de terminer. Le dernier des nôtres, par exemple, je le cite souvent, mais parce que c'est un bouquin que j'ai adoré. J'en ai sorti là tous les Dicker, moi je les ai adorés, même le dernier qui a été beaucoup critiqué. Tous les Angot me font ça. Moi j'aime beaucoup Angot, alors même si elle est un peu controversée, moi j'aime beaucoup ses bouquins, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Alors, ces dernières semaines, c'est plus compliqué parce que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir sorti un livre mais j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Et on n'arrête pas de me demander qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Et en ce moment, tous les bouquins que je lis me tombent des mains et je n'arrive pas à les finir. Donc, ou je les choisis mal, ou j'ai trop la tête prise par autre chose. Et du coup, je n'arrive pas à me plonger dans une autre histoire que celle que je suis en train d'écrire ouais. Et à la fois celle que je viens de sortir et à la fois celle que je suis en train d'écrire dans le prochain et voilà, je sais pas, mais oui, il y a des milliers de livres que j'ai adorés, que j'ai fini, tous les classiques, j'adore les classiques, tous les Dostoïevski, tous les Aksionov, les Balzac, mais tout, enfin il y a des centaines de livres que j'ai adorés et que j'ai terminés. Et c'est pour ça que j'aurais adoré transmettre ça à mon fils et c'est un échec total. C'est marrant, je voulais vous parler de Milo, justement. Lui, on ne va pas lui faire lire votre livre tout de suite, bien sûr. Non, c'est une catastrophe. C'est pas possible, non, il n'y arrive pas ? Non, il n'y a rien à faire. Alors pourtant, j'ai commencé à lui lire des livres, il était dans mon ventre. Donc j'ai vraiment anticipé le truc en me disant, mon fils, tu aimeras lire. Et il a 11 ans et ça fait 11 ans que je galère. Et non. Alors, il adore que je lui lise des livres. C'est ça, c'est ce qui s'est passé au départ. En fait, il ne fallait peut-être pas lui lire. Voilà, mais il n'arrive pas. Alors, il lit des BD, les BD, ça marche. Mais alors, les romans, il n'y a rien à faire, quoi. Et à sa décharge, parce que du coup, vu que je suis prête à lui lire les livres en me disant à un moment, il va accrocher, il va continuer, à sa décharge, il y a de très nombreux livres pour son âge, que je commence à lui lire et qui me tombent des mains aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu une évolution de l'enfant qui n'est pas parallèle à l'évolution de la littérature pour pré-ado, on va dire, parce qu'il a 11 ans. Et où, du coup, dans ce qu'on classe aujourd'hui comme étant les bouquins pour enfants de 11 ans, ils ne sont pas assez évolués ou pas assez rapides en rythme, etc., pour arriver à les captiver. Il y a des bons bouquins pour l'apprentissage de la lecture, mais après, il n'y a pas forcément d'histoire qui leur parle. Ouais, ils s'ennuient. Paradoxalement, ce qu'on appelle la littérature young adult est lue par beaucoup d'hommes et de femmes de plus de 30 ans. Ouais, donc, mais là, on est plus loin. Donc là, il est trop jeune. Mais effectivement, pour le moment, j'ai du mal à trouver. Donc, ça vous inquiète ? Ça vous fait peur ? Non, parce que je me dis que ça peut venir un jour. Et puis, si ça ne vient pas, il s'éclatera autrement. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, mais... Bon, il n'y a pas une console de jeu au milieu du salon. Non, il n'y a pas une... Non, mais enfin, elle est juste derrière, elle n'est pas très loin. Non. Nous aussi, nous essayons de survivre au phénomène Fortnite dans cette maison, comme partout. Géraldine, on y arrive tant bien que mal. Géraldine, tous mes invités doivent répondre à cette question qui a servi à faire le titre du podcast. Pour vous, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux ? Alors, pour moi, les gens qui lisent des bons bouquins sont plus heureux, parce que je trouve que tout le paradoxe de la littérature, et je mettrais le théâtre avec, parce que le cinéma, c'est un peu différent, mais le théâtre et la littérature, je trouve que ce sont deux univers où, si vous voyez une formidable pièce de théâtre ou vous êtes en train de lire un formidable livre, vous êtes plus heureux. Mais alors, si c'est l'inverse, qu'est-ce que vous pouvez vous ennuyer ? Alors qu'au cinéma, mine de rien, même un mauvais film, bon, vous arrivez quand même à peu près au bout. Mais je pense que les gens qui lisent sont plus heureux s'ils choisissent bien ce qu'ils lisent. Oui, bien sûr, ils sont plus heureux parce qu'ils vivent des émotions, parce que ça les emporte ailleurs, parce que ça les change d'univers, ça les sort de leur quotidien, et puis parce que ça les éloigne aussi d'un truc qui est à la fois... indispensable pour moi, mais qui est terrible, c'est ces écrans, quoi. C'est-à-dire que on passe quand même aujourd'hui, maintenant, un temps sur notre téléphone, et j'en suis la première victime, et je suis la première à le faire, donc je peux d'autant plus facilement en parler, qui fait que je trouve que ça devient un combat de lire, parce que c'est tellement facile
de faire défiler Bien Instagram ou de faire défiler Facebook ou de faire défiler je sais pas quoi, quelle connerie. Ou finalement, à la fin, au bout d'une heure, ça fait 1 heure que vous êtes là-dessus et vous vous souvenez même plus de ce que vous avez vu défiler dans votre fil d'actu, là. Alors qu'en 1 heure, vous auriez pu vous plonger dans un bouquin. Donc je trouve que ça devient une vraie volonté, mais que les gens qui ont cette volonté-là sont plus heureux que les autres, ouais. Mais vous êtes l'exemple qu'on peut lire, écrire et avoir une vie trépidante sur les réseaux sociaux. C'est un dosage, en fait. Oui, alors moi, c'est un peu particulier parce que moi, j'écris sur Instagram. Et C'est du vrai. coup, je suis limitée parce que vous avez un nombre de signes limité. Et souvent, je passe plus de temps à raccourcir mon texte qui est trop long qu'à l'écrire. Et je pense que s'il y a autant de gens qui me suivent, c'est aussi pour ça, parce qu'ils aiment venir lire ce que j'écris. Alors que Instagram, au départ, est un réseau de photos. D'images, oui. Alors que moi, souvent, j'ai pas de photos. Je prends ma tête en photo, en selfie. Je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas tellement. Je mets la photo parce qu'il faut une photo. Et ce qui est intéressant, c'est le texte qui est en dessous. Donc moi, j'écris sur Instagram. Donc les gens peuvent lire sur Instagram. Et je dis souvent que Instagram, c'est un support et pas une fin en soi. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis d'écrire, ça m'a permis d'être lue et d'être découverte. Et il y a aussi plein de gens qui me disent « J'ai repris goût à la lecture grâce à vous, parce que j'ai commencé à vous lire sur Insta, alors que je ne lisais plus, que du coup, j'ai lu votre roman, alors que je ne lisais plus. Et maintenant, j'ai envie de lire d'autres choses. » Voilà, donc ça, c'est une super belle victoire, ce qui veut dire que les réseaux sociaux peuvent ramener les gens vers la lecture. Mais en revanche, si vous allez sur Instagram pour lire quelque chose de très particulier, etc., c'est une richesse parce que vous allez découvrir quelque chose. Mais le piège, c'est de garder son téléphone dans la main et de faire défiler son fil comme ça, mécaniquement. Et là, vous ne lisez pas, vous ne découvrez d'ailleurs pas grand-chose. Vous regardez des trucs passer qui ne s'impriment même pas dans votre cerveau. Et au bout d'1 heure, vous vous dites qu'en fait, vous venez de perdre 1 heure de votre vie, quoi. Je me reconnais un petit peu. Je pense que beaucoup de gens qui nous écouteront se reconnaîtront en partie. Est-ce qu'on ne meurt pas d'amour ? C'est un livre qui rend heureux ? Oui, alors je pense que c'est un livre qui rend heureux. D'abord, j'en suis intimement convaincue parce que j'ai reçu beaucoup de messages de lectrices et de lecteurs qui m'ont dit merci. Où ce livre m'a permis de sortir du chaos parce qu'eux-mêmes vivaient une rupture sentimentale dont ils n'arrivaient pas à sortir. Ou bien ce livre montre que on n'en meurt pas et que donc je vais m'en sortir. Et puis ce livre montre aussi qu'on peut vivre des histoires d'amour magnifiques. Et alors vous avez ou ceux qui en ont déjà vécu et qui disent ça m'a rappelé plein de trucs et c'est quand même extraordinaire. Et puis vous avez ceux qui n'en ont pas encore vécu et qui du coup me disent bon bah maintenant j'attends que ça m'arrive à moi et moi aussi je veux vivre une histoire d'amour comme ça. Donc je pense que c'est un livre avec même le s'il voisin se ou termine. sans le voisin. Alors avec ou sans voisin, on peut chercher quelqu'un d'autre. C'est galère hein, le voisin. Je suis pas sûre que je le souhaite à tout le monde, mais vous pouvez quand même vivre une histoire d'amour folle avec quelqu'un d'autre que votre voisin. Mais après, même si ça se termine mal, je pense que le bonheur dans la vie, c'est de vivre des émotions et d'aimer. Et du coup, ce livre rend heureux, j'espère, grâce à ça, même si on peut, au fil des pages, parfois pleurer. Est-ce que, on en a parlé au fur et à mesure, vous pouvez me dire un tout petit peu quelque chose de votre prochain roman ou pas ? Vous êtes superstitieuse ? Non, je suis hyper superstitieuse, mais alors pas sur le prochain roman. Donc non, le prochain roman, ça sera... alors c'est très compliqué parce qu'il y a eu une telle émotion, on va dire, à la lecture du premier, ressentie par les gens, qu'évidemment, il y a une espèce de pression sur le deuxième. Je pense qu'au niveau de l'écriture, je garde la même écriture parce que vous ne pouvez pas changer votre façon d'écrire. Je me demande si j'ai pas des tics d'écriture parce que pour le moment, le deuxième, il est aussi en elle et lui et il n'y a pas de prénom non plus. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à en mettre à la fin ou si je n'y arriverai pas, il n'y en aura pas non plus. Ensuite, il y aura évidemment de l'amour et des histoires d'amour, mais il y en aura plusieurs. Donc, on sort du huis clos qu'on a pu vivre dans le premier. Et puis, il y aura dans le deuxième une partie plus autobiographique, là pour la peine, mais vraiment assumée, sur le changement de vie. Voilà, ça c'est sûr. C'est-à-dire que
j'ai envie de raconter, parce que je sais que je pense que ce témoignage-là, il est important et qu'il peut vraiment accompagner pas mal de gens qui me suivent. J'ai envie de raconter ce changement de vie professionnelle et de vie tout court, finalement, non pas d'une façon purement descriptive, parce que ça, les gens qui me suivent sur Insta le suivent depuis 2 ans, mais sur un plan de l'émotion et comment est-ce que une femme qui change complètement de vie à 45 ans, elle le vit intérieurement, émotionnellement, sentimentalement. Voilà. Et ça m'intéresse. Et je pense qu'en plus, on est complètement dans l'époque. Et donc, je pense que c'est une histoire dans laquelle beaucoup de gens peuvent se retrouver. Donc, il sera un peu moins en huis clos que le premier. Et en revanche, il y aura peut-être une vision sociétale de ce qu'est la femme de 45 ans aujourd'hui, beaucoup plus présente. Voilà. Et j'espère qu'on ressentira autant d'émotions en le lisant que ce qu'on a pu ressentir aussi avec le premier. Merci beaucoup, Géraldine, pour ce petit moment. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.